Béarn. Et ce soir, nous parlons de la crise du bâtiment. Les chefs d'entreprise tirent la sonnette d'alarme, Philippe. Voilà, on en parle avec nos invités. Patrick Lacarrère, on l'a dit, secrétaire général de la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir. Bonsoir. Et Sébastien Labordette, PDG de deux entreprises du BTP en Béarn, dont l'une à Pau et l'autre au nord de Pau. Bonsoir. Patrick Lacarrère, ça va mal ? Ça va mal, disons qu'il y a 3 années de crise, comme vous le savez, notre secteur avait plutôt bien résisté jusqu'à maintenant, et un certain nombre de facteurs font que, l'année 2012 s'annonce difficile et 2013 encore plus difficile. Ouais, et c'est-à-dire qu'est-ce qui freine le plus, là où ça cale le plus, c'est quoi, c'est l'individuel, c'est le collectif, où est-ce que ça se tasse? Malheureusement, ce sont les deux. Ça a commencé par l'individuel. Là, on a effectivement une chute des ventes qui est colossale. Colossale par rapport à l'année dernière? Oui, elle s'aggrave parce qu'il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de prêt, il y a des problèmes au niveau des ménages et sur la décision d'investir. Et sur le collectif, on a un certain nombre de mesures telles que la fin du cellier qui font que la promotion privée s'effondre aussi. Le cellier, c'est la loi Cellier. Hein? Oui, la loi Cellier, oui, c'est-à-dire c'est un dispositif pour inciter les ménages à investir dans l'immobilier. Alors on a dit les banques prêtent moins, les gens mettent plus d'argent dans le bas de laine, ils prennent moins de risques qu'avant. C'est les banques qui prêtent aujourd'hui, ils prêtent plus à 35 ans, hein, les banques. Non, elles prêtent plus à 35 ans, et puis surtout, je vous dis, même si les taux d'intérêt sont pas très élevés, il y a un certain nombre de garanties qui sont exigées par les banques qui font que là aussi, il y a un frein sur la construction de maisons individuelles ou d'achat d'immobilier en général. Et les permis de construire? Les permis de construire, eux, ils sont quasiment stables. C'est les logements commencés qui s'effondrent. Et c'est donc ce qui nous intéresse. C'est la mise en chantier qui intéresse le secteur. Et là, on a des statistiques qui sont, déplorables. Déplorables, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a une baisse de 15 à 20 points sur ces statistiques-là. Par rapport à l'année dernière. À la même période. Ouais. D'accord. Et est-ce que ça a des incidences sur l'emploi? Ça aura automatiquement des incidences sur l'emploi. Pour l'instant, si vous voulez, on a, ce que je vous ai dit au début, sur les 3 premières années de crise, on a réussi à maintenir l'emploi au niveau du secteur. C'est 14 000 à 15 000 salariés en fonction de l'intégration des intérims, etc. Mais là, avec ces problèmes de concurrence espagnole, ces problèmes de volume de commandes qui baissent de manière importante, il y aura effectivement une traduction sur l'emploi, c'est évident. Et pourtant, il y a quelques années, vous pleuriez pour dire on n'a plus personne ne vient. Là maintenant, les centres de formation sont pleins. Oui, le niveau de remplissage est bon. Hein, le niveau de salaire aussi est bon parce qu'on vous reproche toujours. Oui, ça c'est un vieux cliché. Oui, voilà. Mais justement, c'est le moment de le rétablir alors. C'est un vieux cliché parce que effectivement, dans les 10 dernières années, la profession a fait d'énormes efforts pour effectivement donner aux salaires minimaux conventionnels un niveau plus que convenable, parce que quand on les compare aux autres secteurs de l'industrie, nous sommes largement avantagés. C'est-à-dire, vous avez augmenté, je crois que vous avez dit en 10 ans, 40%, c'est ça? Oui, parce que nous avons mis en place des plans triennaux, nous avons fait ce qu'il fallait pour effectivement que les salaires du bâtiment et des TP soient des salaires convenables au niveau minima conventionnel. Ça n'a rien à voir avec les salaires réels. Le salaire minimum, c'est un peu plus que le SMIC, c'est ça? Sur quelqu'un qui commence comme manœuvre. Hein. Voilà, mais après, nous avons une évolution qui est très rapide vers les niveaux 3 et 4 de la grille ouvrière. Et les clandestins, parce qu'on va en parler, hein, on va parler de la concurrence espagnole, mais d'abord j'y arrive par les clandestins. Vous avez encore beaucoup de clandestins, parce qu'à un moment c'était un problème quand même. Oui, il y a eu une époque où effectivement, sur les chantiers, il y avait de la main-d'œuvre étrangère qui était mise à disposition dans des conditions pas toujours très carrées. Nous, la profession a œuvré avec aussi le concours de l'administration pour que ce que nous appelons la sous-traitance de poste se fasse dans des bonnes conditions. Alors il y a toujours des cas. Vous les voyez dans les colonnes des journaux sur la 2e page. Mais ça devient assez rare, puisque là aussi, encore les gens ont fait l'effort de se mettre au carré, parce que c'était souvent par méconnaissance de la règle que les gens avaient des difficultés sur ce point. Alors vous allez avoir une assemblée générale bientôt à Saint-Jean-de-Luz, hein, c'est quel jour déjà? Vendredi, à Saint-Jean-de-Luz. Et le thème que vous évoquez, c'est justement cette concurrence déloyale dont vous nous parliez, à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant, la concurrence déloyale de certaines entreprises étrangères. Alors on cite l'Espagne, c'est l'Espagne évidemment parce que c'est la plus proche, mais il n'y a pas que les Espagnols. Alors comment ça se passe? Après je m'adresserai à un entrepreneur qui est particulièrement touché par cette concurrence déloyale. Alors déjà, juste en synthèse, la problématique n'est pas une problématique vis-à-vis de l'entrepreneur espagnol lui-même, c'est une problématique qui a trait surtout à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire à celui qui commande les ouvrages dans le cadre des marchés publics. Je parle de l'État, je parle du Conseil général, des collectivités locales, qui ne font pas respecter la règle applicable dans le cadre du Code des marchés publics et qui, de ce fait, faussent la concurrence. Alors, comme nous avons des Espagnols de l'autre côté de la frontière
qui sont en crise immobilière, comme vous le savez. Oh là là, il n'y a plus un chantier qui sort. Ouais. Ces gens viennent sur le territoire français, ils ont le droit de venir, c'est un marché européen, mais ils viennent avec des conditions de charge qui sont largement inférieures aux nôtres. Donc, les entreprises françaises ne peuvent pas concurrencer de manière juste, de manière loyale, parce qu'il y a un dumping social qui est effectué par ces entreprises-là. Et ce que nous reprochons aux collectivités locales, en particulier, c'est effectivement de ne pas vérifier que ces entreprises qui viennent sur le territoire soient à jour de leur situation sociale et fiscale. Pour pouvoir soumissionner un marché public, eh bien, il faut produire ces attestations. Et dans la plupart des cas, au moins ce que nous avons traduit dans le cadre d'un contentieux, eh bien, les collectivités locales n'avaient pas fait leur boulot. Donc, ce qu'on demande à la maîtrise d'ouvrage, au-delà de la responsabilité par rapport au tissu économique du territoire, eh bien, c'est de faire en sorte que les entreprises françaises et les entreprises étrangères puissent soumissionner à égalité de chances. Il n'y a pas que les Espagnols, il y a aussi... Il y a des Portugais, à Paris, c'est les Chinois. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui sont attirées effectivement par le territoire et les marchés qui sont donnés dessus. Alors, Sébastien Labordette, vous êtes PDG de 2 entreprises, dont une à Pau, qui est surtout dans le secteur des travaux publics. Qu'est-ce que vous faites exactement, déjà et combien avez-vous d'employés? Oui, donc on a une activité de travaux publics qui est étroitement liée de toute façon au bâtiment, à la construction, puisque nos activités sont diverses en termes de terrassement, de voirie, de réseau, de travaux en tout genre, dans tout ce qui peut concerner les travaux publics. Donc on est environ une centaine de personnes sur nos activités. Pour 2 entreprises, oui. Voilà, tout à fait. Donc on est un petit peu touché par le phénomène espagnol, clairement, sur un peu l'ensemble de nos activités. Alors comment ça se traduit concrètement? Alors, je pense que Patrick Lacarrère a bien résumé la situation. C'est que nos entreprises viennent de traverser 3 ans de crise. Donc, on a longtemps pensé qu'on en arrivait à son terme. Aujourd'hui, on est confronté à un problème de crise conjoncturelle dans le pays. Donc, maintenant, des problèmes de financement de collectivités et ainsi de suite. Mais vient à s'ajouter à ça, effectivement, le problème de la concurrence espagnole. Donc, concrètement, ça se traduit par, effectivement, un manque de vigilance à notre part, de la part des maîtres d'ouvrage, de contrôler. Vous en particulier, pour nous en particulier, ça se traduit par le fait que on a été écarté sur 2 voire 3 marchés importants, oui, plus d'1 million d'euros par affaire. Ouais. Dans chaque cas cité, donc on est second sur 2 opérations. Les entreprises qui ont été titulaires du marché sont des entreprises espagnoles, elles sont classées premières, avec des écarts de prix qui sont de l'ordre de 15 à 20% en dessous de nous. Et là se pose clairement le problème de la validité de ces offres quant à leur coût de revient au niveau des entreprises espagnoles et à la vérification par le maître d'ouvrage de la validité administrative de ces offres et fiscale. Et oui, alors comment se fait-il que ça soit 15 à 20% moins cher ? Mais on peut tout à fait penser que sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, le coût de la main-d'œuvre représente déjà probablement 35% du coût de l'opération. Et donc, ne serait-ce que par ce biais-là déjà, un salaire minimum espagnol se retrouve à 750 € chargés, quand en France, on est dans des prix avoisinant les 1400 € net. Aujourd'hui, ça fait des écarts importants. Donc, sur un poste qui pèse 35% de la masse du coût de revient des chantiers, c'est des écarts qui sont déjà justifiés par cela. Ensuite, on a aujourd'hui, nous en France, des obligations à respecter dans le cadre de la caisse des congés payés, de la caisse des intempéries. Ce sont des obligations que l'on nous demande, nous, sur nos dossiers administratifs et qui ne sont pas respectées par les Espagnols. Et qu'est-ce que vous réclamerez alors ? Vous réclamez que les Espagnols payent les mêmes charges ? Alors aujourd'hui, on est soumis aux mêmes règles. Voilà, je crois qu'on en a parlé un petit peu. On est en Europe. Aujourd'hui, on ne peut pas empêcher les Espagnols de venir travailler en France. C'est pas ce que l'on demande. Aujourd'hui, on demande simplement au maître d'ouvrage de respecter la validité des offres et que les exigences que l'on a auprès de nos entreprises soient respectées et soient effectuées par les entreprises espagnoles. Puisque dans chaque cas que je vous ai cité précédemment, vérification faite par les services fiscaux ou les services des inspections du travail, lorsqu'il y a eu des contrôles, il s'est avéré que les entreprises citées n'étaient pas en conformité. Oui, parce que Patrick Lacarrère, il y a un organisme de contrôle au niveau départemental qui existe, du travail, là, un bureau du travail départemental, mais est-ce qu'il fait ce contrôle sauf le week-end, je crois. Oui, il y a plusieurs contrôles. Par exemple, c'est un caisse congé qui est spécifique au bâtiment, et qui a été créé à la fin de la guerre. Bon, c'est quelque chose c'est une caisse qui peut contrôler sur les chantiers les gens en situation. L'administration du travail peut le faire et il y a un bureau international de contrôle, c'est-à-dire transfrontalier français et espagnol, qui est destiné à contrôler l'activité, qui devrait contrôler l'activité des entreprises espagnoles sur site en France. Mais ils ne le font pas. Alors, je pense qu'ils le font, mais je pense
pense que les contrôles ne sont pas assez nombreux, puisque le nombre d'entrées d'entreprises, qui je le rappelle sont des grosses entreprises, contrairement aux Pyrénées-Orientales qui est aussi concerné, là-bas c'est plutôt des artisans, ici ce sont des entreprises qui font jusqu'à 300, 400 personnes. Donc un gros potentiel productif, et effectivement l'administration des deux côtés de la frontière avec des inspecteurs des deux pays sont normalement destinés à contrôler aussi l'activité de ces gens qui trichent manifestement un petit peu par rapport à leur administration aussi. Ouais, vous avez vos propres brigades, vous On n'a pas de brigade, mais on a une caisse congé payée qui peut faire des contrôles. Après le problème c'est quelle traduction de ces contrôles et de ces constats ils sont faits. Vous n'êtes pas assermentés en plus, c'est ça Ceux de la caisse congé le sont. Oui, mais pas vos propres surveillants, si j'ose dire. Non. Mais voilà, c'est ça. Comment ça peut se traduire pour vous, alors, si la situation devait perdurer en termes d'emploi? Je pose la question carrément. Mais on touche du doigt le problème, effectivement, puisqu'aujourd'hui, la succession de ces événements et leur pérennité dans le temps peut causer carrément un problème d'emploi et de main-d'œuvre dans nos entreprises locales. Aujourd'hui, on a maintenu pendant 3 ans les effectifs dans la quasi-totalité de nos sociétés, je pense notamment en Béarn, aux entreprises du BTP. Si la situation devait continuer avec une entrée de ces pays-là, notamment l'Espagne, sur nos marchés, je pense qu'il faut clairement se poser la question, et c'est ce que doivent se poser comme question les maîtres d'ouvrage, d'envisager là une baisse de l'emploi dans la profession. L'Espagne est à 25% de chômage. Si on veut créer le même problème en France et dans les Pyrénées-Atlantiques sur ce sujet, je crois qu'on est bien parti. Ouais, et en même temps, les maîtres d'ouvrage, comme vous dites, enfin les élus, ceux qui prennent la décision de faire appel à des entreprises étrangères, c'est ça que vous mettez en accusation aussi, finalement. Je pense qu'il y a l'aspect juridique, l'aspect de l'offre, de l'acceptation de l'offre, mais il y a aussi le problème de l'élu, qui doit penser aussi au tissu économique local. Quand on sait que le bâtiment crée un poste dans le bâtiment, c'est 2 à 3 emplois induits. Si effectivement on privilégie seulement le prix, ou l'offre économiquement basse de l'entreprise espagnole, derrière on aurait une déstructuration du tissu économique local qui fait vivre nombre de familles et un paquet d'industries sur les départements. Mais sur quel chantier, par exemple, on a fait prospérer plutôt une entreprise espagnole qu'une entreprise française? Mais il y en a un certain nombre. Il y a eu le boulevard de la Plage à Hendaye, il y a eu les archives départementales à une certaine époque, il y a la salle de Quintaou à Anglette, il y en a beaucoup, et maintenant vous avez des entreprises espagnoles qui arrivent, parce qu'elles se sont structurées avec des bureaux d'études spécifiques, elles vont sur des petits villages faire la salle des fêtes. Je vous le dis, je vous donne un exemple. Il y a une entreprise espagnole qui a été construire un lycée en Haute-Normandie. Donc ça ne s'arrête plus au niveau frontalier. Maintenant, c'est un problème national. Ouais, il y a peut-être des entreprises françaises qui vont en Espagne aussi. Pas beaucoup, ça, monsieur le Kerorgen, il n'y en a pas beaucoup. Vous ne le feriez pas, vous, aller en Espagne? C'est pas possible. Pas pour aller travailler, non. Pas pour aller en vacances. Mais ça s'est fait pour le Louvre dans les années 90. On faisait appel à des compagnies anglaises à l'époque, alors qu'on avait des gens du bois, me semble-t-il, en France, qui étaient aussi bien formés que ces Anglais, mais c'était moins cher. Des problèmes de vitrage aussi. Vous voyez, donc ça existe déjà. Vous avez mis l'accent sur la concurrence étrangère. Maintenant, il y a peut-être des perspectives, on a 30 secondes, des perspectives peut-être qui est un petit rayon de soleil avec cette banque d'investissement ou cette banque dont il est question pour les petites et moyennes entreprises, pour les petites entreprises et les TPE surtout, pour aider les petites entreprises et les TPE. Non, Madame Young disait tout à l'heure qu'elle voyait arriver des lourds nuages noirs venant d'Espagne. Bon, si on met cela de côté, je crois que on a un programme qui a été mis en place qui a été dévoilé par le président de la République, où le bâtiment est quand même au cœur de ce programme. Oui. On nous promet 500 000 logements par an, on nous promet de grandes mesures sur l'isolation thermique des bâtiments, 1 500 000 logements sociaux. C'est justement là aussi un certain nombre de mesures fiscales qui devraient arriver. Donc moi je demande à voir, puisque les promesses c'est une chose, mais après derrière, je vous citerai pas Pierre Dac, il faut qu'on arrive à les concrétiser. Et il ne faudrait pas que ces logements soient faits par des Espagnols, si j'ai bien compris. Ça serait souhaitable. Ça c'est vrai que pour les par exemple le plus que vous affectionnez de Monsieur Chambaud, maire de Lons, voilà, il doit construire. J'espère qu'il prendra une entreprise française. Comme c'est française, monsieur. Voilà. Il n'y a pas que le prix, il y a un certain nombre de critères qui peuvent être mobilisés par les maîtres d'ouvrage, et nous, on se bat pour que ce soit le mieux disant qui l'emporte et non pas le moins disant. De la qualité. Voilà, puis il y a les Pyrénées-Orientales qui sont en train de déguster aussi. Oui, mais attention, là c'est des particuliers. Oui. C'est-à-dire qu'ils font venir des gens chez eux pour leur villa, pour leur truc. Pour la pose de pierre, etc. Et il y a 30 jusqu'à 40%, enfin c'est complètement hallucinant, quoi. Merci à vous deux d'avoir été là. Sébastien Labourdette.
Philippe de Kerorgan, merci beaucoup. Quand le bâtiment va, tout va aller, ça va reprendre. Allez, les nuages noirs, oublions, ça va prendre. Merci beaucoup. À notre, on en parle demain, bien entendu, sur France Bleu Béarn. À demain, Philippe, merci. Béarn. Et ce soir, nous parlons de la crise du bâtiment. Les chefs d'entreprise tirent la sonnette d'alarme, Philippe. Voilà, on en parle avec nos invités. Patrick Lacarrère, on l'a dit, secrétaire général de la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir. Bonsoir. Et Sébastien Labordette, PDG de 2 entreprises du BTP en Béarn, dont l'une à Pau et l'autre au nord de Pau. Bonsoir. Patrick Lacarrère, ça va mal ? Ça va mal, disons qu'il y a 3 années de crise, comme vous le savez, notre secteur avait plutôt bien résisté jusqu'à maintenant, et un certain nombre de facteurs font que, l'année 2012 s'annonce difficile et 2013 encore plus difficile. Ouais, et c'est-à-dire qu'est-ce qui freine le plus, là où ça cale le plus, c'est quoi, c'est l'individuel, c'est le collectif, où est-ce que ça se tasse? Malheureusement, ce sont les deux. Ça a commencé par l'individuel. Là, on a effectivement une chute des ventes qui est colossale. Colossale par rapport à l'année dernière? Oui, elle s'aggrave parce qu'il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de prêt, il y a des problèmes au niveau des ménages et sur la décision d'investir. Et sur le collectif, on a un certain nombre de mesures telles que la fin du cellier qui font que la promotion privée s'effondre aussi. Le cellier, c'est la loi Cellier. Hein. Oui, la loi Cellier, oui, c'est-à-dire c'est un dispositif pour inciter les ménages à investir dans l'immobilier. Alors on a dit les banques prêtent moins, les gens mettent plus d'argent dans le bas de laine, ils prennent moins de risques qu'avant. C'est les banques qui prêtent aujourd'hui, elles prêtent plus à 35 ans, hein, les banques. Non, elles prêtent plus à 35 ans, et puis surtout, je vous dis, même si les taux d'intérêt sont pas très élevés, il y a un certain nombre de garanties qui sont exigées par les banques qui font que là aussi, il y a un frein sur la construction de maisons individuelles ou d'achat d'immobilier en général. Et les permis de construire? Les permis de construire, eux, ils sont quasiment stables. C'est les logements commencés qui s'effondrent. Puis c'est donc ce qui nous intéresse, c'est la mise en chantier qui intéresse le secteur. Et là, on a des statistiques qui sont, déplorables. Déplorable, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a une baisse de 15 à 20 points sur ces statistiques-là. Par rapport à l'année dernière. À la même période. Ouais. D'accord. Et est-ce que ça a des incidences sur l'emploi? Ça aura automatiquement des incidences sur l'emploi. Pour l'instant, si vous voulez, on a, ce que je vous ai dit au début, sur les 3 premières années de crise, on a réussi à maintenir l'emploi au niveau du secteur. C'est 14 000 à 15 000 salariés en fonction de l'intégration des intérims, etc. Mais là, avec ces problèmes de concurrence espagnole, ces problèmes de volume de commandes qui baissent de manière importante, il y aura effectivement une traduction sur l'emploi, c'est évident. Et pourtant, il y a quelques années, vous pleuriez pour dire on n'a plus personne ne vient. Là maintenant, les centres de formation sont pleins. Oui, le niveau de remplissage est bon. Hein, le niveau de salaire aussi est bon parce qu'on vous le reproche toujours. Oui, ça c'est un vieux cliché. Oui, voilà. Mais justement, c'est le moment de le rétablir alors. C'est un vieux cliché parce que effectivement, dans les 10 dernières années, la profession a fait d'énormes efforts pour effectivement donner aux salaires minimaux conventionnels un niveau plus que convenable, parce que quand on les compare aux autres secteurs de l'industrie, nous sommes largement avantagés. C'est-à-dire, vous avez augmenté, je crois, vous avez dit en 10 ans, 40%, c'est ça? Oui, parce que nous avons mis en place des plans triennaux, nous avons fait ce qu'il fallait pour effectivement que les salaires du bâtiment et des TP soient des salaires convenables au niveau minima conventionnel. Ça n'a rien à voir avec les salaires réels. Le salaire minimum, c'est un peu plus que le SMIC, c'est ça? Sur quelqu'un qui commence comme manœuvre. Hein. Voilà, mais après, nous avons une évolution qui est très rapide vers les niveaux 3 et 4 de la grille ouvrière. Et les clandestins, parce qu'on va en parler, hein, on va parler de la concurrence espagnole, mais d'abord j'y arrive par les clandestins. Vous avez encore beaucoup de clandestins, parce qu'à un moment c'était un problème quand même. Oui, il y a eu une époque où effectivement, sur les chantiers, il y avait de la main-d'œuvre étrangère qui était mise à disposition dans des conditions pas toujours très carrées. Nous, la profession a œuvré avec aussi le concours de l'administration pour que ce que nous appelons la sous-traitance de poste se fasse dans des bonnes conditions. Alors il y a toujours des cas. Vous les voyez dans les colonnes des journaux sur la 2e page. Mais ça devient assez rare, puisque là aussi, encore les gens ont fait l'effort de se mettre au carré, parce que c'était souvent par méconnaissance de la règle que les gens avaient des difficultés sur ce point. Alors vous allez avoir une assemblée générale bientôt à Saint-Jean-de-Luz, hein, c'est quel jour déjà? Vendredi, à Saint-Jean-de-Luz. Et le thème que vous évoquez, c'est justement cette concurrence déloyale dont vous nous parliez, à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant, la concurrence déloyale de certaines entreprises étrangères.
Alors, on cite l'Espagne. C'est l'Espagne, évidemment, parce que c'est la plus proche, mais il n'y a pas que les Espagnols. Alors, comment ça se passe? Après, je m'adresserai à un entrepreneur qui est particulièrement touché par cette concurrence déloyale. Alors déjà, juste en synthèse, la problématique n'est pas une problématique vis-à-vis de l'entrepreneur espagnol lui-même. C'est une problématique qui a trait surtout à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire à celui qui commande les ouvrages dans le cadre des marchés publics. Je parle de l'État, je parle du Conseil général, des collectivités locales, qui ne font pas respecter la règle applicable dans le cadre du Code des marchés publics et qui, de ce fait, faussent la concurrence. Alors, comme nous avons des Espagnols de l'autre côté de la frontière, qui sont en crise immobilière, comme vous le savez, il n'y a plus un chantier qui sort. Ouais. Ces gens viennent sur le territoire français, ils ont le droit de venir, c'est un marché européen, mais ils viennent avec des conditions de charge qui sont largement inférieures aux nôtres. Donc, les entreprises françaises ne peuvent pas concurrencer de manière juste, de manière loyale, parce qu'il y a un dumping social qui est effectué par ces entreprises-là. Et ce que nous reprochons aux collectivités locales, en particulier, c'est effectivement de ne pas vérifier que ces entreprises qui viennent sur le territoire soient à jour de leur situation sociale et fiscale. Pour pouvoir soumissionner un marché public, il faut produire ces attestations. Et dans la plupart des cas, au moins ce que nous avons traduit dans le cadre d'un contentieux, les collectivités locales n'avaient pas fait leur boulot. Donc, ce qu'on demande à la maîtrise d'ouvrage, au-delà de la responsabilité par rapport au tissu économique du territoire, c'est de faire en sorte que les entreprises françaises et les entreprises étrangères puissent soumissionner à égalité de chances. Il n'y a pas que les Espagnols, il y a aussi... Il y a des Portugais, à Paris c'est les Chinois, il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui sont attirées par le territoire et les marchés qui sont donnés dessus. Alors, Sébastien Labordette, vous êtes PDG de 2 entreprises, dont une à Pau, qui est surtout dans le secteur des travaux publics. Qu'est-ce que vous faites exactement, déjà? Et combien avez-vous d'employés? Oui, donc on a une activité de travaux publics qui est étroitement liée de toute façon au bâtiment, à la construction, puisque nos activités sont diverses en termes de terrassement, de voirie, de réseau, de travaux en tout genre, dans tout ce qui peut concerner les travaux publics. Donc on est environ une centaine de personnes sur nos activités. Pour 2 entreprises, oui. Voilà, tout à fait. Donc on est un petit peu touché par le phénomène espagnol, clairement, sur un peu l'ensemble de nos activités. Alors comment ça se traduit concrètement? Alors, je pense que Patrick Lacarrère a bien résumé la situation. C'est que nos entreprises viennent de traverser 3 ans de crise. Donc, on a longtemps pensé qu'on en arrivait à son terme. Aujourd'hui, on est confronté à un problème de crise conjoncturelle dans le pays. Donc, maintenant, des problèmes de financement de collectivités et ainsi de suite. Mais vient à s'ajouter à ça, effectivement, le problème de la concurrence espagnole. Donc, concrètement, ça se traduit par, effectivement, un manque de vigilance à notre part, de la part des maîtres d'ouvrage, de contrôler. Vous en particulier, pour nous en particulier, ça se traduit par le fait que on a été écarté sur 2 voire 3 marchés importants, oui, plus d'1 million d'euros par affaire. Oui. Dans chaque cas cité, donc on est second sur 2 opérations. Les entreprises qui ont été titulaires du marché sont des entreprises espagnoles, elles sont classées premières, avec des écarts de prix qui sont de l'ordre de 15 à 20% en dessous de nous. Et là se pose clairement le problème de la validité de ces offres quant à leur coût de revient au niveau des entreprises espagnoles et à la vérification par le maître d'ouvrage de la validité administrative de ces offres et fiscale. Et oui, alors comment se fait-il que ça soit 15 à 20% moins cher ? Mais on peut tout à fait penser que sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, le coût de la main-d'œuvre représente déjà probablement 35% du coût de l'opération. Et donc, ne serait-ce que par ce biais-là déjà, un salaire minimum espagnol se retrouve à 750 euros chargés, quand en France, on est dans des prix avoisinant les 1400 euros net. Aujourd'hui, ça fait des écarts importants. Donc, sur un poste qui pèse 35% de la masse du coût de revient des chantiers, c'est des écarts qui sont déjà justifiés par cela. Ensuite, on a aujourd'hui, nous en France, des obligations à respecter dans le cadre de la caisse des congés payés, de la caisse des intempéries. Ce sont des obligations que l'on nous demande, nous, sur nos dossiers administratifs et qui ne sont pas respectées par les Espagnols. Et qu'est-ce que vous réclamerez alors ? Vous réclamez que les Espagnols payent les mêmes charges ? Alors aujourd'hui, on ne soumis aux mêmes règles. Voilà, je crois qu'on en a parlé un petit peu. On est on est en Europe. Aujourd'hui, on ne peut pas empêcher les Espagnols de venir travailler en France. C'est pas ce que l'on demande. Aujourd'hui, on demande simplement au maître d'ouvrage de respecter la validité des offres et que les exigences que l'on a auprès de nos entreprises soient respectées et soient effectuées par les entreprises espagnoles. Puisque dans chaque cas que je vous ai cité précédemment, vérification faite par les services fiscaux ou les services des inspections du travail, lorsqu'il y a eu des contrôles, il s'est avéré que les entreprises citées n'étaient pas en conformité. Oui, parce que
Patrick Lacarrère, il y a un organisme de contrôle au niveau départemental qui existe, du travail, là, un bureau du travail départemental, mais est-ce qu'il fait ce contrôle sauf le week-end, je crois. Oui, il y a plusieurs contrôles. Par exemple, c'est un caisse-congé qui est spécifique au bâtiment, et qui a été créé à la fin de la guerre. Bon, c'est quelque chose c'est une caisse qui peut contrôler sur les chantiers les gens en situation. L'administration du travail peut le faire, et il y a un bureau international de contrôle, c'est-à-dire transfrontalier français et espagnol, qui est destiné à contrôler l'activité, qui devrait contrôler l'activité des entreprises espagnoles sur site en France. Mais ils ne le font pas? Alors, je pense qu'ils le font, mais je pense que les contrôles ne sont pas assez nombreux, puisque le nombre d'entrées d'entreprises, qui, je le rappelle, sont des grosses entreprises, contrairement aux Pyrénées-Orientales, qui est aussi concerné, là-bas c'est plutôt des artisans, ici ce sont des entreprises qui font jusqu'à 300, 400 personnes. Donc un gros potentiel productif, et effectivement l'administration des deux côtés de la frontière avec des inspecteurs des deux pays sont normalement destinés à contrôler aussi l'activité de ces gens qui trichent manifestement un petit peu par rapport à l'administration aussi. Ouais, vous avez vos propres brigades, vous On n'a pas de brigade, mais on a une caisse congé payée qui peut faire des contrôles. Après, le problème, c'est quelle traduction de ces contrôles et de ces constats ils sont faits. Vous n'êtes pas assermenté en plus, c'est ça? Ceux de la caisse congé le sont. Oui, mais pas vos propres surveillants, si je veux dire. Non. Mais voilà, c'est ça. Comment ça peut se traduire pour vous, alors, si la situation devait perdurer en termes d'emploi? Je pose la question carrément. Mais on touche du doigt le problème, effectivement, puisqu'aujourd'hui, la succession de ces événements et leur pérennité dans le temps peut causer carrément un problème d'emploi et de main-d'œuvre dans nos entreprises locales. Aujourd'hui, on a maintenu pendant 3 ans les effectifs dans la quasi-totalité de nos sociétés, je pense notamment en Béarn, aux entreprises du BTP. Si la situation devait continuer avec une entrée de ces pays-là, notamment l'Espagne, sur nos marchés, je pense qu'il faut clairement se poser la question, et c'est ce que doivent se poser comme question les maîtres d'ouvrage, d'envisager là une baisse de l'emploi dans la profession. L'Espagne est à 25% de chômage. Si on veut créer le même problème en France et dans les Pyrénées-Atlantiques sur ce sujet, je crois qu'on est bien parti. Oui, et en même temps, les maîtres d'ouvrage, comme vous dites, enfin les élus, ceux qui prennent la décision de faire appel à des entreprises étrangères, c'est ça que vous mettez en accusation aussi, finalement. Je pense qu'il y a l'aspect juridique, l'aspect de l'offre, de l'acceptation de l'offre, mais il y a aussi le problème de l'élu, qui doit penser aussi au tissu économique local. Quand on sait que le bâtiment crée un poste dans le bâtiment, c'est 2 à 3 emplois induits. Si effectivement on privilégie seulement le prix, ou l'offre économiquement basse de l'entreprise espagnole, derrière on aurait une déstructuration du tissu économique local qui fait vivre nombre de familles et un paquet d'industries sur le département. Mais sur quel chantier, par exemple, on a fait prospérer plutôt une entreprise espagnole qu'une entreprise française? Mais il y en a un certain nombre. Il y a eu le boulevard de la Plage à Hendaye, il y a eu les archives départementales à une certaine époque, il y a la salle de Quintaou à Anglette, il y en a beaucoup, et maintenant vous avez des entreprises espagnoles qui arrivent, parce qu'elles se sont structurées avec des bureaux d'études spécifiques, elles vont sur des petits villages faire la salle des fêtes. Je vous le dis, je vous donne un exemple, il y a une entreprise espagnole qui a été construire un lycée en Haute-Normandie, donc ça ne s'arrête plus au niveau frontalier, maintenant c'est un problème national. Ouais, il y a peut-être des entreprises françaises qui vont en Espagne aussi. Pas beaucoup, ça, monsieur de Kerorgen, il n'y en a pas beaucoup. Vous ne le feriez pas, vous, aller en Espagne? C'est pas possible. Pas pour aller travailler, non. Pas pour aller en vacances. Mais ça s'est fait pour le Louvre dans les années 90. On faisait appel à des compagnies anglaises à l'époque, alors qu'on avait des gens du bois, me semble-t-il, en France, qui étaient aussi bien formés que ces Anglais, mais c'était moins cher. Le problème de vitrage aussi. Vous voyez, donc ça existe déjà. Vous avez mis l'accent sur la concurrence étrangère. Maintenant, il y a peut-être des perspectives, on a 30 secondes, des perspectives peut-être qui est un petit rayon de soleil avec cette banque d'investissement ou cette banque dont il est question pour les petites et moyennes entreprises, pour les petites entreprises et les TPE surtout, pour aider les petites entreprises et les TPE. Non, Madame Young disait tout à l'heure qu'elle voyait arriver des lourds nuages noirs venant d'Espagne. Bon, si on met cela de côté, je crois que on a un programme qui a été mis en place qui a été dévoilé par le président de la République, où le bâtiment est quand même au cœur de ce programme. Oui. On nous promet 500 000 logements par an, on nous promet de grandes mesures sur l'isolation
thermique des bâtiments, 1 500 000 logements sociaux. C'est justement là aussi un certain nombre de mesures fiscales qui devraient arriver. Donc moi je demande à voir, puisque bon, les promesses c'est une chose, mais après derrière, je vous citerai pas Pierre Dac, il faut qu'on arrive à les concrétiser. Et il faudrait pas que ces logements soient faits par des Espagnols, si j'ai compris. Ça serait souhaitable. Voilà. Ça c'est vrai que pour les par exemple le plus que vous affectionnez de Monsieur Chambaud, maire de Lons, voilà, il doit construire. J'espère qu'il prendra une entreprise française. Comme c'est française, monsieur. Voilà. Il n'y a pas que le prix. Il y a un certain nombre de critères qui peuvent être mobilisés par les maîtres d'ouvrage. Et nous, on se bat pour que ce soit le mieux disant qui l'emporte et non pas le moins disant. De la qualité. Voilà, puis il y a les Pyrénées-Orientales qui sont en train de déguster aussi. Avec oui, mais attention, là c'est des particuliers. C'est-à-dire qu'ils font venir des gens chez eux pour leur villa, pour leur truc. Pour la pose de pierre, etc. Et il y a 30 jusqu'à 40%. Enfin, c'est complètement hallucinant, quoi. Merci à vous deux d'avoir été là. Sébastien Labourdette. Philippe de Kerorgan, merci beaucoup. Quand le bâtiment va, tout va aller, ça va reprendre. Allez, les nuages noirs, oublions, ça va prendre. Merci beaucoup. À notre, on en parle demain, bien entendu, sur France Bleu Béarn. À demain, Philippe, merci.